Bonjour l'équipe, bienvenue pour cette deuxième partie. Donc voilà, je vous mettrai la partie 1 juste en haut à droite pour toutes les personnes qui n'ont pas encore regardé. Et sinon, si jamais vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker, à follow, à commenter parce que ça nous aide dans l'algorithme et le référencement. Donc voilà, si vous voulez mettre en avant la chaîne, nous récompenser pour le travail, vous savez exactement comment faire. Donc voilà, là on va parler de pas mal de choses intéressantes. Donc j'espère que vous êtes bien accrochés, je vous laisse regarder, bon visionnage. Donc voilà, comme je l'ai dit, il va se passer pas mal de choses sur Elbaf. Donc on a eu la réponse de savoir comment ils ont été capturés. Donc c'est dommage que ce soit fait dans un flashback, j'aurais préféré qu'on le sache après une espèce d'enquête, etc., etc. Mais je pense que Oda, il veut un petit peu balayer cette scène, enfin pas cette scène, mais plutôt cette introduction, cette entrée en matière sur l'arc d'Elbaf pour passer aux choses plus importantes. Parce que pour moi, il y a des choses bien plus importantes qui vont très prochainement arriver. Donc, prenez tout ça en compte parce que je pense que là, c'est vraiment une petite entrée en matière, histoire de nous familiariser avec ce petit côté féerique, ce petit côté viking. Mais je pense que derrière un petit Ragnarok, une petite guerre civile, un petit soulèvement pourrait arriver très prochainement. N'oubliez pas que l'arbre d'Yggdrasil relie tous les peuples entre eux, entre guillemets. Donc, gardez bien en tête que ça pourrait être quelque chose de monstrueux avec vraiment des gens et des personnes de tous les côtés, vous avez capté. Donc voilà, pour clôturer un petit peu cette petite react, on peut dire ça comme ça, c'était quand même pas mal, on a pas mal d'informations, on commence petit à petit à élucider tous les mystères du début d'arc et on va devoir un petit peu passer à la suite, étant donné que je pense qu'il y aura sûrement des guerres, comme j'ai dit, des conflits internes, etc., etc. Pour revenir vite fait à l'analyse, on va faire très très vite. On a donc le dieu soleil, on comprend qu'il s'appelle Rhodes, et pour moi Rhodes, il y a trop de choses, Rhodes Poneglyph, Rhodes Star, il y a vraiment trop de choses qui sont en cohérence avec le One Piece, tu vois. Rhodes Star c'est la dernière île, les Rhodes Poneglyph c'est ce qui permet d'atteindre Raftel, la vraie dernière île, et Rhodes dans la mythologie nordique pourrait symboliser la route qui mène à tous les mondes, hein, c'est-à-dire le Bifrost, hein, l'espèce de pont multicolore là qui permet de voyager d'un monde à l'autre. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête parce que je pense que derrière les noms, il y a toujours une signification, exactement comme Little Garden, Whiskey Peak, exactement comme potentiellement Roadstar. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez de ma théorie de Luffy dans l'espace avec le fameux Roadstar. Hein. Si on traduit littéralement, ça veut dire route des étoiles. Hein. Donc les étoiles, elles se trouvent dans l'espace, donc potentiellement que la dernière île, pour trouver Raftel, il faudrait aller en orbite peut-être autour de la Terre et que Raftel serait en orbite, elle a été éjectée par une arme antique, je sais pas. Voilà, donc il y a plein de trucs, les gars, n'hésitez pas. Je vous la mais juste en haut à droite pour la team YouTube, comme ça vous pourrez aller regarder un petit peu tout ça et vous faire un petit avis. J'ai donné quand même pas mal d'arguments, hein, comme par exemple le fait que Ener a dit que ses ancêtres venaient de la Lune, les Lunaria, dont leur nom porte le mot Lune, les Tenryubito ont une espèce de scaphandre capable de respirer un air différent de celui de l'extérieur. Donc, est-ce que c'est un héritage d'un voyage dans l'espace? Est-ce que c'est un scaphandre pour survivre à la montée des eaux? Je vous laisse réfléchir, mais en tout cas, vous avez toutes mes théories en haut à droite. Donc voilà, en tout cas, le côté Rhodes, c'est ce qui m'interpelle le plus. Ensuite, on sait que la personne faisait partie de l'équipage des géants, le nouvel équipage des géants. Donc là, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que l'équipage des géants, pour moi, c'est des alliés, tu vois, de base. De base, c'est des alliés juste par rapport à ce qui s'est passé à Alabasta. Ensuite, c'est encore plus des alliés depuis que Luffy s'est transformé en Nika, en dieu du soleil. Donc quand on a toutes ces infos, on se dit, c'est bizarre quand même qu'il soit pas d'accord avec ça. Et moi, je pense savoir pourquoi il est pas d'accord avec ça et qu'il veut pas rejoindre Luffy. Parce que pour lui, il y a qu'un seul vrai dieu du soleil. Et le vrai dieu du soleil, c'est celui des fables d'Elbaf. Et il refuse de croire que Luffy pourrait être le remplaçant du dieu du soleil. Et je pense que lui, s'il s'appelle le dieu du soleil, c'est sûrement parce qu'il est fan de Nika. Et que pour remplacer le vrai Nika, il va falloir que Luffy envoie. Mais bon, on connaît Luffy, il va faire ça très très bien. Et le dieu soleil va retourner sa veste, évidemment, quand tu vas voir que Luffy est bel et bien l'enfant de la prophétie. Donc ça, c'est une des théories qui me traverse l'esprit. J'espère que ça se passera à peu près comme ça, même si en vrai, au niveau de l'analyse, tout porte à croire qu'il y a des choses qui pourraient aller dans ce sens-là. Ensuite, on a le Thousand Sunny qui a traversé une zone de brouillard de sommeil. Ça aussi, c'est un truc bizarre. Donc, est-ce que c'est à cause du climat du nouveau monde? Est-ce que vraiment les zones de brouillard de sommeil, ça existe vraiment? Donc, en vrai, dans One Piece, c'est totalement logique et totalement lambda, entre guillemets, c'est des choses qui sont carrément possibles. Cependant, je me dis peut-être que ça s'est construit artificiellement. C'est bizarre quand même que des gens qui habitent à Elbaf ne connaissent pas, se fassent prendre assez facilement par ce genre de choses. Comment je sais qu'ils se sont fait prendre assez facilement? Tout simplement parce que les géants du bateau d'Elbaf eux-mêmes ont réagi en mode ils sont où les autres? C'est bizarre, comment ça se fait? Faut qu'on les retrouve. Je sais pas ce qui s'est passé, etc., etc. C'est assez bizarre le fait qu'ils soient pas au courant qu'ils aient eux-mêmes traversé
quelque chose qu'ils sont censés connaître. Donc est-ce que c'est quelque chose de construit artificiellement? C'est grave possible, mais c'est aussi possible que ce soit quelque chose de naturel assez rare. C'est pour ça qu'ils se sont fait avoir tout simplement. Donc voilà. Ensuite, on a donc Luffy qui a utilisé le Gear 4 face à Road, hein, Road le dieu du soleil. Donc c'est assez marrant, enfin pas face à Road, plutôt pour casser un mur, mais on va dire en face de Road. Hein. Évidemment, on voit que Oda veut faire en sorte que Luffy n'utilise pas le Gear 5. J'ai vraiment l'impression que c'est son but actuellement, étant donné que ça me rappelle un petit peu Bonnie à Egghead, qu'il a fait exprès de faire s'évanouir pour faire en sorte qu'elle voie pas Nika. Sinon, ce serait totalement incohérent par rapport à tout ce qui s'est passé dans son enfance avec Kuma, etc., etc. Donc, vous avez capté, il fallait absolument pas que Luffy se transforme en Gear 5, sinon ça aurait été compliqué de donner cohérence au fait que Luffy est le dieu soleil et que le dieu soleil n'est pas le dieu soleil, tout simplement. Donc, vous captez un petit peu les petites références et les petites choses au niveau de l'analyse qui montrent que potentiellement, il y a un lien entre Luffy et Road du coup, mais que ce lien c'est plus un lien de fanatique face à un dieu tout simplement. Donc je pense sincèrement qu'il y a des éléments qui pourraient aller dans ce sens-là. En tout cas, je suis assez content de voir l'évolution de ce chapitre malgré les maigres informations qu'on a. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous ai parlé de ma théorie de Usopp hein, qui pourrait récupérer le marteau de Thor, hein, ça ferait écho à Nami qui a récupéré Zeus. Donc d'un côté on aurait les membres les plus faibles de l'équipage qui auraient tous les deux le pouvoir d'un dieu, ce serait assez marrant. En plus ce sera tous les deux des éclairs et tout, contrôlerait un petit peu le ciel entre guillemets. Donc je pense que oui, c'est des choses qui pourraient arriver. Et sinon, force est de constater qu'on est toujours dans le monde de Lego les gars. On a capté que le monde était faux, on est toujours à l'intérieur malgré que le chapitre passe et malgré le fait qu'on ait compris que tout ça n'était que fictif. Donc là, depuis qu'on est arrivé à Elbaf, les gars, il faut bien comprendre qu'on n'a pas vu Elbaf. C'est ouf quand même. On n'a pas vu Elbaf, on a vu que l'intérieur d'une maison dans Elbaf. C'est ouf. Je trouve ça même colossal. Donc à voir un petit peu comment tout ça va évoluer, mais je pense que tout ce qu'on pense croire d'Elbaf sera pas ce qu'on croit. Et je tiens à préciser que je pense qu'ils sont bel et bien à la cime de l'arbre, parce que celui qui est parti chercher le bateau de Luffy, c'est bel et bien Mugen, qu'il aurait très bien pu récupérer, je sais pas, via un serpent, via n'importe quelle bestiole, le bateau, mais là, c'est quelque chose qui invalide pas ma théorie. Du coup, ça me fait croire qu'on peut continuer à croire qu'on est bel et bien au sommet de Yggdrasil, et du coup, on est à l'intérieur des maisons des dieux, des maisons des vikings, mais en même temps des personnages fictifs, des contes et des fables un petit peu qui vivent dans les nuages, hein, les fameux géants dans les nuages, hein, la poule aux œufs d'or, Jack et haricot magique, God of War Ragnarok, donc vous avez les refs, mais tout ça pour dire que j'ai vraiment l'impression qu'on est au sommet de l'arbre et qu'on va comprendre ça que bien plus tard, tant qu'on ne sera pas échappé de tout ça, là, les maisons, les mondes imaginaires, on devra rester à l'intérieur. Donc voilà, ça je trouve ça trop intéressant, trop cool. J'espère que ça va se passer comme ça. Je reste là-dessus et comme je l'ai déjà dit, c'est Mugen qui récupère le bateau des Mugiwara, ce qui fait qu'au final, on est toujours cohérent par rapport à ça. Je pense qu'on est toujours cohérent par rapport à ça. Ça invalide pas la théorie, donc on va voir comment ça évolue. Mais voilà, comme je le dis à chaque fois les gars, ce n'est que mon avis, je préfère préciser parce qu'on sait jamais. Je désamorce un petit peu, on sait jamais, voilà, c'est que mon avis pour l'instant et on verra bien. On verra bien. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de l'analyse, c'était vraiment cool, très très bon chapitre. Maintenant on va passer aux discussions les gars, n'hésitez pas à poser vos meilleures théories ou vos meilleures questions, je réponds à tout les gars. Je vais répondre vraiment à tout. D'ailleurs je sais pas si le bon vieux H t'es encore là mon ref, mais on va passer justement au débrief, c'est-à-dire qu'on va regarder un petit peu tout ce que tu nous as envoyé, il m'a envoyé ça en message les gars. On va aller checker un petit peu les théories qui pourraient se cacher un petit peu à l'intérieur de ces fameuses phrases et on va essayer de débug, je donnerai mon avis, je vais voir si c'est possible, si c'est pas possible, je donnerai des arguments dans le sens de la théorie ou dans le sens inverse tout simplement histoire de voir tout ça. Donc voilà pour la team YouTube c'est fini en tout cas pour la partie react au chapitre etc. Aujourd'hui on aura fait pas mal de choses, hein, c'était grave cool et on enchaînera demain avec les spoils complets et le chapitre jeudi. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo pour la team YouTube, n'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece et nous la team Twitch les gars, nous on va continuer parce que c'est pas terminé les gars.